Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, Réunifed, programme FECOD. Dans cette vidéo, nous allons construire une carte conceptuelle sur la question de la vie terrestre à partir de l'OPDD 15. Cette carte conceptuelle, nous allons la construire bien sûr à partir des métacompétences, de l'ensemble des compétences, de façon à arriver à des contenus. Et nous nous centrons aujourd'hui sur les contenus. Faire une carte conceptuelle, c'est permettre aux gens de savoir quel concept on va choisir, quelle notion on va enseigner. Sachant que les concepts que nous avons choisis seront des concepts qui ont été déterminés en fonction des objectifs éducatifs, c'est-à-dire informer, sensibiliser, former, éduquer, éduquer à, ou en fonction, ou en fonction d'un certain nombre de compétences qui sont mobilisées. Je vais maintenant basculer sur la conception d'un certain nombre de schémas ou de cartes conceptuelles. Ça va dépendre des diapositives. Je prendrai point par point ces différents éléments et je vais construire progressivement 8 cartes conceptuelles qui nous permettront de résumer cet ensemble. Basculons donc sur le premier élément. Le premier élément, c'est la biodiversité va se définir à différentes échelles. J'aurai une biodiversité qui va être à l'échelle génétique. J'aurai une biodiversité qui va être à l'échelle des espèces, ce qu'on appelle biodiversité spécifique, et des écosystèmes et des biomes. La biodiversité est donc un concept scientifique qui se détermine à ces 3 échelles. Bien sûr, cette biodiversité évolue dans le temps. Et si je regarde le nombre d'espèces à l'échelle de la vie de la Terre, le nombre d'espèces n'a cessé d'augmenter. Il n'a cessé d'augmenter avec automatiquement des périodes de crise et des périodes où la biodiversité, là je présente fondamentalement soit en famille, soit en espèces. Des moments où la biodiversité chute et des moments où la biodiversité augmente. Ce sont des périodes de diversification. Ceci amène à différents types de biodiversité. Une biodiversité qu'on va qualifier d'emblématique, celle qu'on aime bien, les éléphants, les grands animaux. Mais on a aussi une biodiversité ordinaire, de ville, des bestioles ou des plantes complètement banales, ou une biodiversité non souhaitée, les rats, et ainsi de suite. Cette biodiversité, vous voyez, s'inscrit donc aux échelles spatiales et temporelles. Si je prends maintenant l'échelle des écosystèmes, à l'échelle de la Terre, nous aurons toutes les zonations. Alors, bien sûr, c'est le climat qui détermine, mais on aura une zonation latitudinale qui va être déterminée d'abord par le climat et qui va être déterminée par un certain nombre de caractères secondaires. Typiquement, si je représente ceci comme étant une montagne, en fonction donc de la latitude, déterminée par le climat, la latitude et l'altitude. Si je présente ce petit schéma avec une montagne, un sommet, mettons, glacé, j'aurai cette zonation altitudinale avec éventuellement un lac d'un côté et éventuellement un océan de l'autre côté. C'est-à-dire la biomasse marine, la biomasse terrestre, même si le lac est aquatique, c'est quand même terrestre.
Voilà donc une première remarque sur cette zonation. Zonation altitudinale et latitudinale. Maintenant, il va falloir qu'on distingue bien trois concepts. Sur Terre, il existe une biomasse, la masse de l'ensemble des êtres vivants, animaux, végétaux, voire microbiens. Cette biomasse va se définir ainsi. C'est par rapport à cette biomasse, je vais décomposer cette biomasse en un certain nombre de compartiments. Évidemment, ce n'est qu'un schéma, où on a un certain nombre d'espèces dans un nombre variable. Et là, je rentre dans l'idée de la biodiversité, la diversité des espèces animales, végétales et microbiennes à l'échelle de la Terre. La biodiversité n'est donc pas la même chose que la biomasse. La biomasse, c'est la masse globale de matière organique. La biodiversité, c'est la diversité des espèces. Mais il y a... Et donc, au jour d'aujourd'hui, on a une baisse de la biodiversité. On a aussi, et c'est moins connu, moins médiatisé, on a une baisse de la biomasse. Pour la première fois, la masse des productions anthropiques a dépassé la biomasse terrestre. On a aussi, si je reprenais un schéma qui soit le plus près possible de celui que j'avais dessiné avant, en fait, la question maintenant, c'est de regarder ce qu'on va appeler l'anthropisation. L'anthropisation. C'est-à-dire que le nombre d'espèces qui sont liées à l'homme, le nombre d'espèces liées à l'homme a explosé. Et on a beaucoup plus de chances de rencontrer un rat, une chèvre ou une vache dans une forêt équatoriale que de rencontrer une antilope. Si maintenant, je change quelque peu d'échelle, je vais maintenant développer non plus à l'échelle des écosystèmes et des biomes, je vais définir, du moins à l'échelle des biomes, je vais maintenant définir à l'échelle des écosystèmes. Nous allons pouvoir définir dans un premier temps, de façon très simpliste, un écosystème comme étant constitué d'un biotope et d'une biocénose. Biotope, biocénose, avec une biocénose qui comprend des animaux, des végétaux et des micro-organismes. Le biotope constitué du sol et des conditions climatiques. Il y a bien sûr des interactions sol-climat, vu d'ailleurs dans un autre OPDD. Il y a bien sûr des interactions entre biotope et biocénose. Il y a des interactions au sein de la biocénose. Les végétaux servent de nourriture aux animaux. Les végétaux se décomposent et donnent et alimentent les micro-organismes. Ce qui d'ailleurs est la cause principale et le mode de fonctionnement le plus évident sur Terre. 9/10 des végétaux sur Terre ne sont pas consommés par des animaux, mais sont consommés par la faune du sol, les micro-organismes. Et donc, nous ne pouvons pas envisager ceci sans faire les flux. Sans les micro-organismes, nous n'aurions pas le retour des éléments nécessaires à la croissance des végétaux. Si nous prenons à court terme, si nous raisonnons à court terme, si j'ai une pelouse, je mets ici le temps, et je mets ici la biomasse. Si j'ai une pelouse, j'aurai une augmentation de la biomasse qui me permettra bien souvent de passer progressivement d'une pelouse à une forêt, d'une forêt qui se stabilise, voire même qui décline. Ça, c'est à l'échelle de quelques centaines d'années. Là, je suis donc sur du temps court. Si je peux être donc sur du temps court, je peux être aussi sur l'évolution à long terme.
Si je suis sur l'évolution à long terme, c'est-à-dire l'évolution des écosystèmes, je vais avoir effectivement des écosystèmes tropicaux qui vont se transformer en écosystèmes tropicaux plus secs, voire en désert en fonction des transformations et des perturbations extérieures. Voyons donc maintenant l'effet de l'homme. L'homme va effectivement agir à la fois sur les questions de zonation, sur les questions de répartition des êtres vivants, même à l'échelle latitudinale, c'est-à-dire qu'il modifie cette répartition. Bien sûr, l'homme va agir sur les questions de biodiversité, biomasse. Bien sûr, il va agir sur la biodiversité. Bien sûr, il va agir à l'échelle historique. Et je glisse ici cette notion de sixième crise. Il a existé un certain nombre de crises à l'échelle de la vie de la Terre, du développement de la Terre, et là nous sommes peut-être sur la sixième crise. Je dis peut-être alors que nous en sommes à peu près persuadés. Il y a aussi évidemment des questions liées à l'évolution de la biomasse dans le temps, à des temps courts. Il y a des modifications sur les écosystèmes. Et il y a effectivement donc un grand nombre de modifications. L'homme agit dans tous les états sur ceci. Si maintenant je passe, c'était le deuxième item, troisième item dans l'OPDD. Je vais maintenant passer à l'échelle des cycles biogéochimiques. Dans les cycles biogéochimiques, je vais commencer par faire un dessin relativement naïf d'une montagne avec un sommet enneigé, avec ici une pente, ici un sol, et je vais prendre en bleu la question du cycle de l'eau. J'ai des nuages. Je représente maintenant ici, mettons, le niveau de la mer. J'ai des nuages, ces nuages précipitations, donnent de la neige, donnent de la pluie. J'ai donc ici de l'eau qui ruisselle. Mettons que j'ai une rivière ici. Cette rivière, fleuve, va arriver dans la mer. Si maintenant ça coule de l'autre côté, j'aurai de l'eau qui va s'inclure dans le sol, qui va traverser le sol, qui va traverser pour partie le sous-sol, pour aller dans des nappes phréatiques. Et globalement, mon cycle de l'eau va tourner ainsi. Si maintenant, je superpose, mettons en vert, je vais mettre en vert la question des flux de carbone. Concernant mes flux de carbone, je vais avoir effectivement à la base de tout de l'énergie lumineuse. Cette énergie lumineuse va être captée par le symbole que je fais là, mettons un arbre, style un arbre, cette énergie va être captée par l'arbre, mais ce que nous allons suivre, c'est tout autant le trajet du CO2. Le mécanisme ici, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Photosynthèse, synthèse de matière organique à partir de la lumière. Ce mécanisme de photosynthèse, n'oublions pas le sol, les racines, etc., est compensé pour partie par le fait qu'une partie de la matière organique synthétisée
va être restituée dans l'atmosphère, ça va être la respiration, et l'autre moitié, celle qui est partie dans le sol, va correspondre à la respiration des micro-organismes du sol. Et j'ai donc un système qui est partiellement équilibré à l'échelle des continents. Qu'est-ce qui se passe au niveau océanique? Au niveau océanique, c'est la même chose. J'ai bien sûr du CO2, j'ai bien sûr de l'énergie lumineuse. Ce CO2 va être capté par les algues au niveau de l'océan, photosynthèse, production de matière organique. Une partie de ce CO2 d'ailleurs sera simplement mis en solution, ça va être de la dissolution dans l'eau océanique. Une partie de ce CO2 va être dégazée, c'est le dégazage. Mais une partie va aussi être rendue sous forme de CO2 par la respiration. Les phénomènes observés à l'échelle continentale voient leurs analogues à l'échelle des océans. Maintenant, une partie de cette matière organique va tomber au fond des océans. Et là, effectivement, je vais faire apparaître maintenant, je vais éventuellement changer de couleur, on va maintenant passer à une autre échelle de temps. À une autre échelle de temps, cette matière organique qui a été ici ensevelie, qui a été isolée, va fossiliser et va donner des gisements de pétrole. Les algues tombent au fond, ne sont pas décomposées et donnent des gisements de pétrole. Le dioxyde de carbone qui a été dissous ici va donner une roche qui est le calcaire. Ce calcaire donnera lui aussi lieu à des gisements de calcaire, où le CO2 est globalement fixé. Est-ce que ça se passe de la même chose, de la même façon Est-ce que ça se passe de la même façon à l'échelle terrestre? Oui, aux échelles géologiques. L'arbre qui est là n'est pas forcément entièrement décomposé et on peut le retrouver sous forme dans le sous-sol, après phénomène tectonique, sous forme de charbon. Et donc on a effectivement deux types de fixation à l'échelle du temps. Maintenant, je reviens sur l'action de l'homme. L'homme va effectivement agir à différents niveaux. Il va agir petit a sur l'énergie lumineuse, en modifiant l'incidence lumineuse par différentes façons, obscurcissement de l'atmosphère, mais celui que vous connaissez tous, c'est l'effet de serre. Il va aussi agir sur le CO2 en limitant le CO2 ou au contraire en augmentant le CO2. Actuellement, nous sommes sur une phase où l'homme tend à augmenter très fortement. Il va aussi agir sur la destruction des végétaux. Mais ça pourrait être de la destruction, mais ça pourrait être de la plantation. Il agit tout autant, et c'est tout aussi grave, sur la question des sols, la dégradation des sols. L'homme agit effectivement, bien sûr, au niveau terrestre, mais il agit bien évidemment au niveau marin. Et cela a les mêmes conséquences. Soyons clairs, une augmentation du CO2 dans l'atmosphère favorise effectivement la photosynthèse, mais comme il agit aussi sur l'énergie lumineuse et la température, cela peut provoquer des baisses de la photosynthèse, simplement liées à la température. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard pour préciser quand même cela. L'homme va aussi agir sur l'utilisation des gisements terrestres, des gisements océaniques concernant les énergies fossiles. Il va aussi agir en utilisant les calcaires. Mais il va aussi agir en agissant sur le cycle de l'eau, puisque dès que
qu'il y a une modification du cycle des températures, il y a une modification du cycle de l'eau. Il va agir sur la biosphère, en la réduisant, en l'augmentant, généralement en la réduisant, puisque je vous ai donné tout à l'heure que la biosphère avait pratiquement été divisée par 2 en quelques dizaines d'années. Il va agir sur le cycle, je ne l'ai pas mis là, sur le cycle de l'azote. Effectivement, l'eau qui ruisselle ici sera plus ou moins riche en azote et cela donnera effectivement plus ou moins de photosynthèse. C'est par exemple les marées vertes. L'homme va donc faire varier le climat, il va agir aussi sur la fossilisation ou non de la matière, des combustibles fossiles. Si maintenant je regarde le rapport social, qu'entretient l'homme avec son milieu. Alors là, on va quitter le domaine de l'écologie que nous avons fondamentalement envisagé sur les 2 schémas précédents. Si on envisage ça sur le plan des représentations sociales, effectivement, donc je fais cette zone centrale, si on est sur le plan des représentations sociales, on va être amené à distinguer la nature, l'environnement, je ne vais pas détailler bien sûr, et les écosystèmes. Les écosystèmes, ou les espèces d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans mes schémas 1 et 2. Si maintenant je prends un tout petit peu de recul sur cette question de nature qui est différente d'environnement, j'aurai effectivement des représentations qui vont être biocentrées, centrées sur l'importance et la valeur de la vie, souvent animale plus que végétale, ou des représentations éco-centrées, où on est plus centré sur la question de la valeur écosystémique des espèces, ou des représentations anthropocentrées, c'est-à-dire centrées sur l'utilité pour l'homme des espèces animales ou végétales, ou des représentations théocentrées, c'est-à-dire liées aux valeurs portées par la religion. Par rapport à ça, effectivement, nous avons des valeurs, c'est-à-dire typiquement nous avons ici la valeur de bien commun, mise ici. Mais quand on est dans l'anthropocentrisme, on est sur l'idée de l'utilité, de l'utilitarisme. C'est-à-dire l'idée que la nature est un bien de consommation parmi d'autres. Alors ça s'oppose complètement parce que cette vision-là est une vision naturaliste, au sens on va dire, anthropologique, que l'on va opposer à l'animisme. Et en fait, quand on regarde cette relation, anthropologie, c'est du Descola. Aux 2 pôles animistes, naturalistes, vous voyez bien que tout ce qu'on a défini comme représentation sociale n'est vrai que pour les gens qui sont d'anthropologie naturaliste, c'est-à-dire fondamentalement les gens du Nord. L'animisme, qui ne sépare pas nature et culture, ne se pose évidemment pas ces questions-là. On a les représentations sociales, nous sommes bien d'accord. Mais on a aussi la question des engagements. Cette question des engagements peut amener, effectivement, je ne donne là que quelques exemples, véganisme, spécisme. J'ai mis des choses avec des ismes qui tendent plutôt vers des exagérations, voire des dérives. Mais on va avoir aussi des imaginaires. Et ces imaginaires vont nous amener à des visions artistiques, à la spiritualité, à des mythes,
à la prise en compte de cosmologies très différentes, à l'émerveillement. Je m'en arrête là pour ces exemples. Alors en fait, quand on voit notre rapport social à la vie, ici terrestre, mais ce serait la même chose dans le domaine océanique, nous voyons que nous ne pouvons pas rester uniquement dans le champ de la biologie, de l'écologie, et nous sommes obligés d'aller aussi dans le champ de la psychologie, de la sociologie, dans le champ de l'anthropologie, c'est-à-dire les questions qui sont de nature sociale. Si on prend les effets de l'homme, effet de l'homme. Eh bien, l'homme va utiliser les êtres vivants, c'est un fait. Il les consomme, il les détruit depuis la nuit des temps. Alors bien sûr, on va pouvoir considérer aussi qu'il y a une diversité d'usages. L'homme n'utilise pas toujours les animaux et les végétaux pour les consommer. Il peut les utiliser aussi pour faire du paysage, mais ça ramène éventuellement aux questions artistiques, voire aux questions de l'émerveillement. Il va pouvoir aussi utiliser ce qui est fossile. Et là, nous retombons sur les questions d'environnement que nous avons vues tout à l'heure dans le schéma précédent. Utilisation des êtres vivants fossiles. On va aussi avoir des utilisations, petit 4, c'est-à-dire qu'on va utiliser des ressources, mais en fonction de leur taux de renouvellement et en fonction de leur fragilité. On va dire une utilisation raisonnée ou raisonnable. Mais, soyons clairs, il manque là-dessus l'importance des relations entre l'homme. Le 6, c'est les relations autres que les usages. Et effectivement, cette notion de bien commun. La vie terrestre a-t-elle été créée pour nous servir? Ou la vie terrestre est-elle en soi une valeur intrinsèque du fonctionnement de nos systèmes? Alors, effectivement, on va reprendre maintenant la question de notre relation au milieu. Tout d'abord, on va faire un schéma simple. Si je me pose la question de prévenir les altérations de la biosphère, les altérations de la biosphère, je vais avoir la question des milieux, destruction des milieux. Je vais avoir la question des espèces, destruction des espèces, prélèvement des espèces, introduction des espèces. Je vais avoir la question des perturbations. Je vais mettre pollution pour simplifier. Je vais avoir aussi la question des évolutions qui vont être liées au changement climatique. J'ai simplifié l'évolution de la vie en fonction des perturbations qui peuvent porter sur les milieux, les espèces, les pollutions de façon indirecte ou les évolutions à plus long terme sur les changements climatiques. Alors si je suis en train de prévenir, eh bien peut-être que dans un premier temps, la question se posera de la simple sensibilisation. Sensibiliser à la fragilité des milieux, à l'importance des milieux, des espèces, etc. Je ne développe pas. Mais ce sera aussi de proposer des solutions. C'est-à-dire des normes, des références juridiques, fabriquer des réserves. Là, je vais donc proposer des solutions pour essayer de prévenir la destruction des milieux. Je pourrais aussi, bien sûr, favoriser les engagements des personnes, des pays, des États, et effectivement agir de façon différenciée.
en fonction des situations. Donc des engagements qui seront différenciés, qui seront spécifiques, selon que je veux prévenir l'extinction d'une espèce, la destruction d'un écosystème, etc. Mais j'aurai aussi des actions qui seront beaucoup plus globales. Les questions de pollution, que ce soit les pollutions plastiques ou n'importe lesquelles, ou que ce soit les changements climatiques, n'amènent pas à des engagements, donc des engagements globaux. Maintenant, je vais changer de couleur pour parler de protection. Si je m'intéresse à la question de la protection, je vais avoir des engagements dans des actions de protection, pour des actions de protection. Attention, j'ai changé de décor. Je ne suis plus en train d'essayer de prévenir les ennuis, je suis en train véritablement de protéger. Alors je vais protéger quoi? Je vais protéger les écosystèmes et les espèces, ou je vais protéger des ressources. Je mets toujours ressources entre guillemets, parce que vous avez compris que là, je suis dans une vision totalement anthropocentrée de la vie. La vie est à mon service. Ce qui, vous l'avez compris, n'est peut-être pas totalement ma posture. Alors évidemment, je vais faire des choix. Des choix de consommation responsable. Consommation responsable, de façon à agir sur les milieux et sur les espèces, puisque c'est quand même pratiquement la première cause de destruction. Je vais aussi lutter, donc là je suis dans le négatif, je vais lutter contre la surexploitation. Surexploitation, par exemple des espèces. Mais ça ne retirera rien au fait que je vais protéger aussi, car la vie a une valeur intrinsèque. Alors, évidemment, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les représentations, tout le monde n'a pas les mêmes représentations sociales, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Et le fait que nous ne portions pas, nous ne soyons pas porteurs des mêmes valeurs, fait que, bien évidemment, nous ne développerons pas la même chose. Si maintenant, je reviens à la question, je vais prendre du rouge pour parler de la vulnérabilité. Ce qui est une évidence, c'est que l'homme est totalement dépendant. L'homme est dépendant des ressources qu'il prélève dans les milieux. La deuxième chose, c'est qu'il y a la dépendance et il y a la fragilité. Certains milieux sont extraordinairement productifs, mais peuvent être extraordinairement fragiles, tels les mangroves. Alors évidemment, on va avoir des différences de sensibilité à la pollution, par exemple. On va avoir aussi des nouveaux usages qui vont créer de nouvelles pollutions, de nouvelles perturbations. De nouveaux usages qui font qu'on ne tient pas compte des flux et des stocks. Et c'est là où est le problème. Et puis, on a de nouveaux modes de consommation. De nouveaux modes de consommation. Et là, ça devient effectivement un problème. Parce que là, peu importe les perturbations qui sont créées, que ce soit les pollutions ou autres, ou l'impact sur les changements climatiques, mais tout ceci va nous engendrer une série de nouveaux problèmes qui vont être des risques. On va avoir des risques alimentaires, puisque l'homme utilise. On va avoir des risques écologiques, d'écroulement d'écosystèmes, désertification, etc. On va avoir des risques pandémiques, avec ce qui est très gênant, c'est des vulnérabilités très différentes selon les pays et selon les personnes. Et c'est ces inégalités qui posent problème. On va avoir donc des risques sanitaires, des risques épidémiques. On va avoir aussi des risques majeurs, je n'écris pas tout.
avec évidemment les mêmes problèmes, c'est-à-dire des vulnérabilités très différentes selon les pays. Si maintenant, je reviens sur l'aspect facteur de risque et de résilience. J'ai des aléas et des enjeux qui peuvent varier de par leur intensité. L'intensité d'un incendie, la fréquence des incendies, la prévisibilité. J'ai donc des aléas et des enjeux qui engendrent un certain nombre de conséquences. Et là, le problème, c'est qu'on a différents niveaux de résilience. Par résilience, c'est la confiance qu'on va accorder dans les secours. Mettons qu'on soit sur un incendie. Je fais confiance au secours pour me sauver. J'ai conscience du risque. Incendie, inondation, peu importe. J'ai un système de vigilance. Je m'y suis préparé. Et effectivement, si la résilience est élevée, le risque majeur va être réduit et sera un risque moindre. Mais tout ceci va nécessiter des efforts pédagogiques, c'est-à-dire travailler sur la culture du risque. Où on n'est ni... Alors, la culture du risque, ça va être effectivement d'informer, ça va être de prévenir, ça va être aussi de faire de la mitigation. Mais ce sera aussi de faire sur le plan pédagogique, de ne pas laisser les gens dans le déni du risque, ni dans le catastrophisme. Et là, l'enjeu éducatif est effectivement très fort. Si maintenant nous nous intéressons aux pratiques responsables, concernant les pratiques, responsables, effectivement, le petit 1, ce sera la gestion de la ressource, qui doit tenir compte des stocks. C'est typiquement le problème sur le carbone, mais sur n'importe quelle espèce animale, sur les pêcheries. Tenir compte de la ressource et tenir compte des prélèvements, c'est-à-dire des flux. À partir de cela, je vais aller dans deux directions. La direction de l'adaptation ou éventuellement de l'atténuation, des effets, atténuation. Et là, effectivement, va se poser la question des choix, du ou des choix. Ces choix vont nous amener à soit gérer les stocks et les flux, la quantité de poissons dans l'hémisphère nord, etc. Mais on va devoir tenir compte des enjeux et des contraintes liées aux effets anthropiques. Aux choix économiques, aux choix sociologiques. Et effectivement, on va être amené à prendre des décisions sur les choix possibles. Aussi bien à l'échelle individuelle que collective. Ça va nécessiter de favoriser certains changements. Aussi bien individuels que collectifs. Choix, pratiques vertueuses, identification des freins, des leviers, favoriser l'engagement, de façon à adopter ces comportements. C'est-à-dire en mobilisant des lois,
des normes, en faisant évoluer les outils juridiques, en apprenant à les utiliser, en portant un regard critique sur ses comportements, en comprenant bien, en prenant du recul sur ses actions. Tout ceci va nous amener, d'une part, à agir préventivement, c'est-à-dire en adaptant nos niveaux de vie. Adaptant nos niveaux de vie. Adaptant nos niveaux de vie, parce que de toute façon, nous n'aurons pas le choix. En essayant d'atténuer les impacts. En essayant d'anticiper les changements en cours. Par exemple, les changements climatiques. Ce n'est qu'un exemple. Par exemple, les changements climatiques. Alors, si je poursuis cette question-là, donc ce sera soit agir préventivement, soit trouver des solutions alternatives. Dans ce schéma-là, je vais pour l'instant laisser tomber les solutions alternatives, je les reprendrai dans un deuxième schéma. Si j'essaie d'agir préventivement, j'aurai toujours les mêmes choses. Soit je vais essayer de réparer, soit je vais essayer d'anticiper, c'est-à-dire rechercher réellement les causes initiales. Si je suis dans la réparation, je vais essayer de réparer les impacts, c'est-à-dire des pollutions, restauration des milieux, et je vais mobiliser des outils de gestion. C'est une forme d'écologie. Si maintenant je suis véritablement en train de rechercher les causes initiales, je suis là tout autant dans un aspect recherche que éducation, puisque je vais essayer de faire prendre conscience des causes, prendre conscience des causes réelles. En l'occurrence, il faut dire ce qui est, concernant la biodiversité, concernant la vie terrestre, la première cause, c'est quand même la consommation et la production des hommes. Et donc effectivement, je suis bien en anthropocène. Prendre les causes premières, les conséquences de nos actions, mais jusqu'au bout. Typiquement, quand je suis simplement en train de faire de l'atténuation, je dois avoir conscience que l'atténuation, c'est quelque chose qui est totalement indispensable, mais qui, par ailleurs, c'est indispensable, mais ça ne suffira certainement pas. Alors, pour maintenant aller aux solutions alternatives, je vais effectivement proposer des choix radicaux. Que je ne vais pas vous détailler là. C'est-à-dire, on va s'opposer à des choix imposés. On va proposer, donc s'opposer. On va proposer des pratiques innovantes. Tout ça est largement détaillé dans l'OPDD en question. Des pratiques innovantes. On va effectivement s'intéresser à la question de la gestion, mais de la gestion solidaire, à l'échelle de la Terre, à l'échelle des peuples, à l'échelle même des pays. Et on va devoir faire évoluer, on l'a dit tout à l'heure, les représentations, mais aussi les lois, les normes. Donc, faire évoluer les représentations sociales, mais aussi les lois, les normes. C'est-à-dire que, globalement, on va devoir avoir un positionnement argumenté. On va devoir faire évoluer les normes socio-environnementales. On va travailler sur l'accessibilité des ressources ou de la richesse en termes de vie animale, végétale pour l'ensemble. On va aussi se poser la question du bien commun. On va aussi effectivement se poser la question de justice.
justice environnementale. On va aussi, enfin, prendre en compte les besoins de la biosphère. Les besoins de la biosphère. Vous avez compris que je suis donc passé là d'une posture qui est une posture anthropocentrée à une posture qui peut être biocentrée, voire écocentrée, voire une posture qui est complètement différente. Pour terminer, le dernier schéma, c'est la question de la protection et restauration des écosystèmes terrestres. Dans un premier temps, va se poser la question des choix éclairés, des comportements pour préserver. Et c'est toute l'écologie de la préservation qui n'a rien à voir avec d'autres. Alors effectivement, là, on va faire appliquer les lois. On va faire comprendre ces mesures. On va effectivement former aux enjeux. Car ce n'est pas du tout évident que ces enjeux-là apparaissent pour tout le monde. On va effectivement aussi former aux enjeux de la conservation, mais on va aussi parler de services écosystémiques dans leur diversité, c'est-à-dire pas uniquement les dérives utilitaires. On va aussi s'intéresser à la limitation des risques majeurs. On va effectivement ne pas limiter aux valeurs financières. Voilà pour quelques grandes orientations de la préservation. Si maintenant je m'intéresse à autre chose, c'est-à-dire non plus la préservation, mais la restauration quand les écosystèmes ont été dégradés, eh bien, je vais avoir soit envisagé dans un futur proche, ce qui est encore pensable, imaginable, c'est la vision prospective. Et je vais être non pas vraiment sur du prospectif, mais plutôt sur de la perspective. Et là, je vais utiliser des méthodes, mettons, de l'ingénierie écologique. Restaurer des écosystèmes. Et je vais tout faire pour essayer de lever les obstacles à cette mise en œuvre. Mais si je me situe sur du prospectif, c'est-à-dire à plus long terme, là, je vais devoir faire comprendre la place centrale des écosystèmes ou des espèces. Des écosystèmes ou des espèces. Dans les sociétés d'une part, et dans le fonctionnement global de la Terre. Et je glisse là sur la question de la valeur intrinsèque des écosystèmes et des espèces. De toute façon, j'insiste bien là sur le fait de notre dépendance. Soyons clairs, sans les ODD 14 et 15, vie animale, vie terrestre, nous ne mangerions pas, nous ne serions pas là. Donc, effectivement, ces ODD-là ont une valeur tout à fait particulière. Effectivement, il y a la question de l'action de l'homme à toutes les échelles. À toutes les échelles. À toutes les échelles, c'est-à-dire la question des vastes zones de protection totale, la question de l'entrée dans l'Anthropocène. Mais la dernière question que je soulève là, c'est la question de la reconnaissance d'être sensible pour un animal. Je laisse en débat la question du végétal, la question de la justice environnementale, la question qui nous sort de notre rôle central au sein de la biosphère. Voilà donc quelques remarques
Maintenant, il ne reste plus que le plus simple, c'est-à-dire d'essayer de reprendre tous ces schémas pour n'en faire qu'un seul synthétique. Bon courage!